Voilà, aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment nourrir efficacement 15 ménages et générer 6 emplois sur 1 hectare de terre grâce à la permaculture. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Vous avez cet écran-là? On peut continuer? Oui, professeur, Oui, continuons. Alors, je salue tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, nous avons dit que nous allons parler de la permaculture. Qu'est-ce que ça signifie la permaculture? La permaculture, c'est contrairement à ce qu'on fait dans l'agriculture moderne, où on produit par saison, on commence par labourer et puis on arrange les terrains. La permaculture, elle, c'est produire de manière permanente. Et nous avons trouvé qu'on y arrive chaque fois qu'on relaye les cultures à leur floraison. Je vais, comme la fois passée, je vais préciser un tout petit peu comment fonctionne un permaculteur, comment fonctionne un fermier moderne. Dans les webinaires de la fois passée, on avait dit que si vous décidez de vous lancer dans la ferme du genre moderne, la fin est connue, vous allez vous suicider puisque vous serez comblé de dettes. Un peu comme ce qui arrive aux fermiers en Europe. Et la meilleure façon, c'était de le faire en choisissant la transition agroécologique. Donc, les fermiers modernes, ils s'occupent beaucoup plus du capital physique, c'est-à-dire il a beaucoup de soucis pour construire les bâtiments, acheter les tracteurs, etc. Il est beaucoup plus attiré par les finances. Lui, il doit faire des bénéfices. Mais les permaculteurs, lui, dans sa ferme, il est attentif au capital nature, c'est-à-dire il prend soin de la terre, c'est-à-dire le sol, il veille à la biodiversité, il veille même à l'atmosphère, il est attentif à l'eau dans son champ, il entretient un peu de forêt dans son champ et il entretient les autres êtres vivants en général. C'est-à-dire, il ne va pas tuer les vers de terre, par exemple. Le permaculteur est attentif au capital humain. C'est-à-dire, s'il utilise un employeur, la rémunération doit être décente, le temps de travail doit être acceptable, il doit se nourrir en quantité et en qualité, etc. Il est attentif au capital social, c'est-à-dire il doit partager équitablement les ressources et les récoltes en surplus. Quand je dis partager, c'est-à-dire vendre aux plus proches. Les microfermes, la microferme et son design est caractérisé par quelque chose, c'est que les composantes de son champ, c'est-à-dire s'il fait les maraîchages, c'est une composante, l'étang, c'est une composante, la basse-cour, c'est une composante. Donc, chaque composante est positionnée avec l'une ou plusieurs autres et ces composantes s'assistent mutuellement. Les problèmes d'une composante sont les solutions de l'autre. Deuxième caractéristique, chaque composante remplit plusieurs fonctions. Par exemple, le maraîchage approvisionne en légumes, mais aussi le maraîchage peut devenir un coin éducatif et esthétique. La poule, certes, fournit la chair, les œufs, mais aussi la poule nettoie les sols. La poule fertilise les sols.
La poule mange les déchets du maraîchage. La poule mange les insectes. Et la même poule divertit les visiteurs. Les coqs vous réveillent le matin. Ça, ce sont des fonctions diverses plutôt que de voir la poule seulement à cause de sa chair et de ses œufs. Chaque fonction est remplie par plusieurs composantes. On a dit que la fertilisation peut être assurée par la poule, la fiente des poules, mais la même fonction de fertilisation peut être assurée par certaines plantes, comme on avait vu la fois passée, les plantes qui nous donnent les biofertilisants. La fertilisation peut être assurée par l'eau de l'étang, qui est chargée de nutriments. Et voilà que par rapport à la fertilité, votre ferme sera résiliente puisqu'il n'y aura pas un jour où vous allez manquer le moyen de vous fertiliser, plutôt que de ne compter que sur les engrais. Quelque chose qui caractérise les permaculteurs aussi, c'est les rapports au temps. Quand vous faites l'agriculture par la tendance moderne, vous êtes dans les courts termes. Vous voulez maximiser les profits sur une année. Mais la tendance permaculturelle, elle, c'est plutôt de créer un agro-écosystème qui deviendra de plus en plus fertile, diversifié, résilient et productif au fil des ans. La permaculture permet la diversification des activités. Et là, vous avez une plus grande sécurité économique et davantage de satisfaction. Les risques sont partagés entre les composantes. Si vous perdez tout sur votre maraîchage, ce qui est difficile quand vous avez déjà plusieurs cultures, il n'y a aucune maladie qui attaque toutes les plantes à la fois. Il n'y a aucune maladie qui attaque tous les oiseaux à la fois. Il n'y a aucune maladie qui attaque tous les poissons à la fois. Donc, les risques sont partagés entre les composantes. Les permaculteurs soignent beaucoup les sols. Ils savent que les sols nus, c'est un sol qui est foutu. Il va éviter par tous les moyens l'appauvrissement des sols, sa stratification, son érosion, son compactage et sa déstructuration, et même sa capacité d'absorber l'eau. Les permaculteurs, s'il a 1 hectare, lui ne compte pas les 1 hectare sur 10 000 mètres, mais il comptabilise aussi le même hectare verticalement. C'est ainsi qu'il exploite les sous-sols en cultivant les racines et les tubercules comme les maniocs, la patate douce, la pomme de terre. Il couvre les sols, c'est-à-dire les 20 cm au-dessus du sol par les amarantes, les ndunda, par les courgettes. Il monte à 80 cm ou même 60 cm. Il produit les légumes fruits, tomates, aubergines. Quand il monte encore une fois à 1 mètre, il peut produire le maïs. S'il monte à 3 mètres, il produit le goyave, les oranges. Quand il monte à 15 mètres, il produit la mangue,
il produit l'avocat, etc., etc. Donc, il a 1 hectare, mais vous pouvez multiplier cet hectare fois 7 en exploitant la verticalité. Alors, je vais donner un exemple très concret par rapport à ce que nous avons comme expérience depuis 2015. Quand nous avons acquis notre champ d'1 hectare, le temps de mettre les dispositifs en place, en 2016, on a commencé à s'installer. 2016, 2017, 2018, on a installé les fruits vers la fin de l'année. Et je vais prendre composante par composante pour voir comment, en fait, avec ces 1 hectare, nous avons le pronostic de nourrir 15 ménages et produire 6 emplois. Les 6 emplois, ça veut dire, moi-même, je suis compris là-dedans, puis je suis en train de préparer ma retraite. 2e emploi, c'est mon épouse. Vous savez que c'est une ferme familiale. 3e emploi et 4e emploi, nous avons 2 jeunes gens que nous avons adoptés depuis leur bas âge pour leur étude. Donc, ce sont nos enfants. Ils sont formés en agriculture. Ils auront les 2 emplois. Et nous comptabilisons aussi 2 autres emplois, les cumuls de tout ce que nous aurons comme main-d'œuvre saisonnier ou les coups de main que nous aurons pour les sarclages, pour tel ou tel travail. Alors, je commence par le maraîchage. Dans le cadre d'une alimentation saine, pauvre en graisse, en sucre et en sodium, l'OMS suggère de consommer plus de 400 grammes de fruits et légumes par jour pour améliorer la santé en général et réduire les risques de certaines maladies non transmissibles comme l'obésité, comme les maladies du cœur, etc., etc. Et donc, si je pars de ces chiffres-là, cela veut dire que j'ai besoin de produire 144 kilos par personne et par an, soit 10,8 tonnes par an pour les 15 ménages, soit 75 personnes. Entre mai 2020 et décembre 2021, j'ai pris cette tranche, puisque c'est la tranche où nous étions embêtés par Covid. C'est pour vous montrer un tout petit peu comment la permaculture peut disponibiliser la nourriture, peut permettre l'accès facile à cette nourriture et peut entraîner la stabilité et même l'utilisation de certaines cultures que l'on ne trouve pas dans de supermarchés et parfois même rarement au marché comme les Kikalakasa par exemple, pour ne fût-ce que ça. Alors, pour cette période, sur 35 plates-bandes, nous réservons 1000 mètres carrés pour le maraîchage. Les 1000 mètres carrés, ça veut dire 75 plates-bandes de 10 mètres fois de 10 mètres carrés. Et là, pendant cette période de mai 2020 à décembre 2021, nous n'avons travaillé que sur 35 plates-bandes et sur 27 espèces qui sont reprises sur le tableau qui est à gauche. Vous voyez, on a produit l'amarante, on a produit l'aubergine, la banane,
Bon, en dernier lieu, ici, on a mangé un canard, mais on n'a pas encore complété la production de la basse-cour. Céleri, choux de Chine, ciboule, courgettes, épinards, feuilles de haricots, les bichogolo pour les chis qui mangent les feuilles de haricots. Nous sommes dans l'utilisation donc des produits qu'on ne trouve pas au marché. Le pondu, le caoutchouc, glazovie, le gombo, il y a même les gombo feuilles, les haricots verts, les kikalakasa, le maïs frais, le matembele, la morelle. On a même produit les noix de palme, l'oseille, la papaye, le piment vert, la pointe noire, un peu de poisson, poivron, pondu, tomate. Vous voyez la diversité. Pendant cette période, nous avons produit 3,3 tonnes, dont 78%, nous les avons vendus chez nos voisins les plus proches. Et par rapport à la ferme, nous sommes contenus aussi dans ces voisins les plus proches, dans les 78%. Les 22%, c'est ce qui est consommé seulement dans la ferme. Et donc, je disais qu'on a exploité 35 plates-bandes. Donc, sur 75 plates-bandes, il est permis de croire que la cible de 7 tonnes par an sera atteinte si toutes les conditions restent les mêmes. Avec les 50 arbres fruitiers que nous avons plantés en 2018, nous pensons que la production de 10 tonnes par an sera comblée. Et nous pensons aussi que très facilement, les 1000 mètres carrés pourront alors générer un salaire d'un de nos garçons que nous estimons à $120 par mois pour un début. Cela veut dire qu'au moins, il va vivre au-dessus du seuil de pauvreté, même s'il arrivait à se marier et avoir 5 enfants. Et le travail total est évalué à 35 heures par semaine, donc ce qui est acceptable par le ministère de l'Emploi. D'autre part, nous avons 600 mètres carrés des étangs. Or, la consommation annuelle mondiale de poissons s'élève à 20,5 kg par personne. Et les besoins pour 75 personnes est de 1,5 tonne par an. Un étang bien nourri produit jusqu'à 10 tonnes par an et par hectare, soit donc 600 kilos pour nos 600 mètres carrés. Et cette production, donc, qui est exigée pour les 75 personnes, c'est-à-dire 1,5 tonne, peut être atteinte si les poissons sont nourris suffisamment des asticots et des vers de terre produits à l'aide des déchets de la ferme. Et donc, cette activité peut générer aussi un emploi. Par rapport à l'élevage des oiseaux, la FAO dit que une personne doit manger 140 œufs par personne et par an et 40 kilos de viande par personne et par an. Et donc, pour nourrir 15 ménages et 5 personnes, il nous faut un espace de 500 mètres carrés à peine sur l'hectare. Ceci correspond à un élevage de 25 poules reproductrices
soit 125 oiseaux trimestriellement. Et ça peut générer une contribution de l'ordre de $200 par mois, ce qui fera donc, qui viendra compléter les 2 salaires précités. Voilà un tout petit peu comment, avec un design qui a les composantes maraîchage, étang, basse-cour, arbres fruitiers, bordure arborée, comment cette ferme de 1 hectare, nous supposons que nous pouvons nourrir 75 personnes et générer 6 emplois. Si sur le même hectare, nous mettions par saison le maïs seulement, la meilleure production du maïs, c'est quand on utilise les hybrides dans les pays du Nord avec leurs terres. Il y a ceux qui arrivent à 12 tonnes à l'hectare, mais chez nous, avec nos terres, on atteint difficilement 5 tonnes. Et donc, vous n'aurez que 5 tonnes de maïs pour cette année-là. Bon, avec 5 tonnes de maïs, il faut aller au marché pour acheter les légumes, acheter la viande. Il est manifeste que celui qui utilise la permaculture est de loin avantagé par rapport à celui qui utilise l'agriculture moderne qui ne fait que nous ruiner. Voilà un tout petit peu ce que j'avais à dire. Je vous laisse aussi le temps de poser des questions. Comme ça, nous pourrions compléter ce qu'il y a à compléter. À vous la parole. Grand merci, cher professeur Kizungu. Merci, professeur, hein, d'avoir été expéditif, mais surtout pratique. Donc, je voudrais, je le dis à l'attention hein, des participants qui ne connaissent pas le professeur Kizungu. Le professeur Kizungu a sa ferme à Kimwenza, la ferme phare, qui est une application exacte de ce qu'il vient de démontrer. Je sais que le professeur reçoit des familles, des visiteurs, des étudiants. C'est une femme qui est très didactique, très pédagogique. Donc, en quelques minutes, le professeur Kizungu vient de nous démontrer comment sur 1 hectare de terre, il est possible de l'occuper avec du maraîchage, avec 1 ou des étangs, avec de la basse-cour, avec des arbres fruitiers, avec des bordures arborées. Professeur, permettez-moi de vous poser une question avant de donner la parole aux participants à ce webinaire. Alors, professeur, d'où vient cette phobie de stocker, de collecter, d'emmagasiner des terres? C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un se lancerait, par exemple, dans une course de 80 hectares, de 100 hectares, sans pour autant être comment sûr de produire sur 1 hectare, comme vous le démontrez? Pourquoi cette course? Pourquoi cet acharnement, si je pourrais le dire? Bon, je vais donner mon point de vue. Je ne pense pas que ce soit le point de vue issu d'une enquête bien ficelée, mais je vais quand même donner des points de vue par rapport à la petite expérience que j'ai, les gens que je côtoie, les questions que je pose, puisque il est vrai que même que ce soit au plateau de Batéké, que ce soit
dans le Congo central, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit dans les Kivu. En fait, les gens ont effectivement cette phobie de s'accaparer des terres, puisqu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui a su exploiter plus de 5 hectares, quand bien même il avait 100 hectares. Bon, j'ai posé des questions dernièrement à quelqu'un qui était ministre et qui avait beaucoup de terres. Je lui ai posé la question, pourquoi vous prenez toutes ces terres et vous n'exploitez presque rien? Bon, lui, il m'a dit, en vérité, je vais vous le dire, moi, je prends ces terres tout simplement puisque j'ai le projet d'exploiter les diamants qui est sous-sol à terme. Il y a un autre qui me dit, moi, je prends mes terres puisque je sais que dans quelques jours, cette partie ici sera lotie et donc je pourrai le revendre cher, parcelle par parcelle. Donc, chacun a ses motivations. Si vous lisez le rapport de l'Oxfam de 2011, titré « Qui va nourrir le monde ?», ce rapport est disponible sur Internet. Vous allez lire un paragraphe là-dedans. On vous a dit que les grands de ce monde ont décidé d'acheter 40 millions d'hectares de terres arables en Afrique subsaharienne. C'est écrit là-dedans. D'où le déclenchement de cette phobie auprès de ceux qui avaient un peu de moyens pour acheter des terres. Ils savent que ça fera une affaire immobilière dans les jours à venir et les gens se font des réserves de terres au détriment des paysans. Les paysans, les petits fermiers, ils sont locataires dans leur village. Je vais vous dire, par exemple, un monsieur qui vient de mourir, il était Premier ministre à l'époque. Il vient de mourir, mais il avait 2000 hectares et il n'en faisait absolument rien. Donc, les motivations, c'est les personnes qui thésaurisent les terres qui peuvent donner leur motivation. Nous n'avons pas une enquête bien structurée là-dessus, mais voilà un tout petit peu ce que je peux dire. Mais d'autre part, nous sommes submergés de la fausse information qui veut nous faire croire qu'on produit plus en utilisant la grosse machinerie, c'est-à-dire des gros tracteurs, en utilisant des gros moyens, comme un peu ça se fait dans les lois là-bas. Moi, je me dis, quand on fait un calcul simple, ces grandes fermes-là n'arrivent pas à produire 30 $ par hectare et par mois. Le calcul est simple à faire. Ceux qui ont produit plus, ils ont produit maximum 5 tonnes à l'hectare. Dernièrement, ici, à Bukangalonze, on a produit 4 tonnes à l'hectare. Donc, quand vous soustrayez les charges, vous êtes à moins de 30 $ par hectare. Alors que l'hectare tel que je vous l'ai décrit ici, ça produit jusqu'à 3 700 $ par mois et par hectare. Voilà un tout petit peu ce que j'allais dire là-dessus. Okay, professeur, dans la messagerie, tout le monde est en train de revenir sur la même chose. C'est très bien, très intéressant, il faut vulgariser. Vous êtes directeur scientifique de l'INERA. Voilà, pour plusieurs personnes, ça semble être un nouveau discours. À quel niveau se situe le problème? Pourquoi on ne vulgarise pas? Pourquoi on ne vulgarise pas? Si, on vulgarise. Il y a même il y a beaucoup de témoignages là-dessus en Asie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la famine en Asie ou en Inde? Professeur, chez nous en RDC. Bon, oui, voilà, donc c'est très bien là. Oui, oui.
J'arrive. C'est-à-dire que chez nous, ce qui nous caractérise, c'est la tricherie de la part de ceux qui vous aident à faire votre champ. Ils savent très bien que vous allez échouer en faisant ça. Mais vous se présentent, voilà, moi je suis votre gérant, je vais vous faire de grands champs, vous allez faire 40 hectares de manioc, mais ne vous dites pas ce que vous aurez comme problème après quand vous aurez récolté ces 40 tonnes. Donc, les milieux politiques, les milieux financiers et même les milieux académiques sont encore influencés par ces discours d'il y a un siècle qui voulait montrer que l'agriculture moderne, c'est la voie, la meilleure voie pour réussir. Comme ils avaient beaucoup d'exemples, c'était quand les gens ne commençaient pas encore à se suicider. Mais maintenant, les gens changent de point de vue, comme les gens commencent à se suicider en Europe et ils commencent à changer de point de vue. Et aux États-Unis, ils ont pris déjà les devants depuis 1999. Ils sont en train de morceler tous les grands champs en petits champs. Mais nous, comme nous sommes des suivistes et que les politiciens, bon, un politicien ne te dira pas d'aller installer 1500 paysans sur 1500 hectares pour produire chaque mois, chacun, 3700 $. Non, lui, il va choisir la voie la plus courte. Bon, mettons les maïs, achetons les hybrides. J'ai déjà ma conviction sur les hybrides, sur les carburants, sur sur les fertilisants, sur les pesticides. Et nous avons la pression sur les gouvernements politiquement, parce que nous avons dit que, voilà, si nous avons produit, vous ne nous donnez pas l'argent, nous ne saurons pas ramener ce maïs en ville. Donc, ce sont ces mélanges-là de fausseté sur des faussetés qui font que on arrive souvent à des bêtises. Mais maintenant, même au niveau de l'institution INERA, ces discours ne font pas l'unanimité. Donc, nous sommes en train d'avancer. On va prendre ceux qui vont prendre le message. Ils vont aller chez les Asiatiques, voir comment ils vivent, comment ils fonctionnent. Et puis, ils vont installer chez eux. Moi, j'ai installé pour accepter. J'étais aussi dans les grandes exploitations, mais je n'ai pas pu. Mais quand j'ai commencé à faire le 1 hectare, j'ai expérimenté, je suis en train d'expérimenter. Ici, il s'agit d'un témoignage, mon témoignage, qui ne veut pas dire que tout le monde peut réussir la même chose. Mais les principes sont là. Dès qu'on utilise les principes qui sont suffisamment vulgarisés, et on arrive au résultat. Actuellement, il y a quelques thèses qui sont en train de se faire là-dessus. Et donc, petit à petit, on aura des résultats qu'il faut transférer chez les gens. Bon, il m'a fallu attendre de 2015 jusqu'à aujourd'hui que j'ai les résultats de 2020-2021 pour porter ces témoignages. Sinon, en 2015, je pouvais vous parler en l'air. Je n'avais pas de chiffres. Voilà un tout petit peu. Merci, professeur. Très pratique, pragmatique. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous sommes en train d'organiser le Magric Bilangabetu, le marché agricole Bilangabetu. Il y aura beaucoup de pratiques. Avant de donner la parole, donc, au Magric, il y aura des expositions. Déjà, les webinaires, c'est le deuxième webinaire. Nous aurons encore à peu près 4 webinaires jusqu'au début du Magric. Nous aurons des expositions. Nous aurons des conférences, nous aurons de la formation et des ateliers pratiques et nous aurons des B2B, des rencontres B2B. Alors, je voudrais donner la parole à ceux qui l'ont demandé. Est-ce que Rosine Siala demande vraiment la parole parce que sa main est levée depuis le début? Je me demande si c'est une question ou c'est une salutation. Rosine Siala, Jessica, est-ce qu'on peut activer le micro de Rosine Siala?
Jessica, vous m'entendez? Oui, le micro ne s'active pas. Ah, OK. Bon, on va passer. Je vois quelqu'un qui s'appelle DVD. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je suppose que c'est pas un appareil, mais c'est qu'une personne. Est-ce on peut activer DVD? On lui fait confiance. Il n'a pas affiché son nom. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Myriam Mabonzo. Si j'ai des questions à poser, je remercie d'abord le Magric et le professeur pour cette opportunité très intéressante. Ma question était de dire, ça aurait été intéressant d'avoir des illustrations photos pour mieux visualiser tout ce que le professeur a pu nous présenter et de façon plus concrète, s'il peut aider des paysans comme nous, ce serait d'avoir un plan théorique de ce qu'on peut faire sur les 1 hectare ou bien la liste des produits à planter pour mettre en œuvre la verticalité dont il a parlé. Et la troisième sous-question, c'est de savoir si les 50 arbres dont il parle, qui ont été plantés en 2018, l'ont été sur ces 1 hectare-là. Merci. OK, merci, madame, pour vos questions qui sont claires, qui sont précises. C'est un bel exemple que vous nous donnez. Professeur, j'espère que vous notez la question. On va quand même prendre rapidement, on va prendre 3 questions et puis vous répondez. Madame Yvonne Goï, est-ce qu'on peut activer le micro de Madame Yvonne? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, merci professeur pour votre webinaire. Donc, je vous appelle vois plusieurs mains levées. Allô? Si nous sommes rapides dans les questions, plusieurs personnes pourraient intervenir. Est-ce que vous me suivez? Madame Yvonne Moï. Oui, je disais merci pour ces webinaires. Je vous appelle de Mbujimaï. Jessica, je ne vous capte pas. Vous ne me captez pas? Allô? Allez-y, madame. Oui, j'ai bien suivi la présentation du professeur. Vraiment, nous, on l'avait fait pas d'une façon professionnelle parce que nous avons travaillé sur 2 hectares à la saison A et on n'avait pas pu avoir un bon résultat. Mais à la saison B, de nous-mêmes, on s'est dit, si on multipliait les cultures, ça peut nous aider. Si nous échouons, par exemple, avec les arachides, on peut gagner avec les maniocs. Ce qui fait qu'on a fait 2 hectares avec plusieurs cultures. Donc là-dedans, nous avons mis les arachides, on a mis les maniocs en ligne, entre les lignes des maniocs. On a mis aussi les maïs et puis nous avons mis les niébés. D'autres parties, on a pu mettre le haricot. Mais quand on regarde, nous voyons que cette fois-ci, on ne va pas échouer parce qu'il y a les maniocs qu'on va récolter d'ici septembre et puis les arachides, ça donne bien, j'espère, parce que d'ici les 15, nous allons récolter. Si on échoue, on ne va pas échouer comme à la saison B. Et l'autre approche qu'il a donnée par rapport à l'élevage ainsi que la pisciculture, vraiment, nous allons appliquer. J'espère que je vais aussi restituer aux membres de notre association. En tout cas, merci beaucoup pour ces partages. Allô, Serge? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, madame a terminé.
Oui, madame a terminé sa question. En fait, ce n'est pas une question, mais c'était une contribution du genre témoignage. Donc, elle a eu une expérience similaire, mais voilà, qui n'était pas aussi professionnelle que la vôtre. Donc, elle est en train de continuer son expérience et elle espère en partager les résultats avec d'autres membres. J'ai demandé qu'on active le micro de Patrick. Patrick avait demandé la parole. Jessica, vous m'entendez? Patrick Moutou, c'est le nom que je vois s'afficher. Oui, Patrick Moutouza. Vous m'entendez? Oui, ça va, Patrick. Oui, bonjour à tous. Voilà, ici, je suis très content et je remercie le professeur pour cet exposé. J'interviens ici dans le cadre, effectivement, à partir de Bruxelles, dans le cadre d'une association plutôt qui s'occupe des personnes démunies. Et on avait pensé effectivement, entre autres, dans l'autosuffisance, essayer de disponibiliser justement un espace pour faire de la culture pour subvenir aux besoins de ces personnes. Ma question ici, c'est de savoir plus ou moins, parce que c'est très intéressant ce que je viens d'entendre, quels sont, si par rapport aux intrants, où est-ce qu'on peut les trouver quand on est du côté de Kimwenza, comment on peut les trouver et quels en sont les coûts. Et subsidiairement, je voudrais savoir, en vous contactant par exemple, est-ce qu'on vous contacte dans le cadre de conseil ou dans le cadre de consultance? C'était mes deux questions. Alors, professeur, je pense que vous pouvez répondre. Il vous a été demandé, en fait… OK. Oui, professeur. Je vais commencer avec Myriam. Oui. OK. Myriam avait souhaité avoir des photos. J'étais un peu scotché sur les aspects chiffres plutôt que de donner des photos, mais sinon, j'ai beaucoup de photos et beaucoup de vidéos. On pourra échanger dans le cadre de Bilanga Beto. Alors, concernant le plan théorique et la liste des produits à planter, bon, déjà, dès qu'on a son champ, on l'étudie. C'est en fonction de l'écologie de ces champs-là que vous allez déterminer ce que vous pouvez planter là-dessus. Ça sera difficile dans certains points du plateau de Bateke où on n'a pas de l'eau, de faire le maraîchage, par exemple. Ça sera un peu difficile. En revanche, on peut mettre beaucoup d'autres cultures là-bas. Est-ce que les arbres dont j'ai parlé, c'est sur 1 hectare? J'aurais bien voulu vous montrer le 1 hectare en question et vous montrer comment ça s'est passé. Je ne sais pas si je saurais partager cet écran. Non, je ne sais pas le partager. Mais sinon, j'allais vous montrer comment on a fait. Bref, 1000 mètres carrés, 1 hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Nous avons 1000 mètres carrés que nous avons dédiés au maraîchage. Il nous reste 9000 mètres carrés. Nous avons pris donc 3500 mètres carrés que nous avons dédiés aux arbres fruitiers.
les arbres fruitiers, d'ici quelques années, quand les arbres ne seront plus fragiles, on va mettre les chèvres en dessous pour Professeur, élever les... Oui, excusez-moi, je pense qu'il est possible de partager votre écran. Voulez-vous il est étayer, s'il possible. vous plaît? Oui. OK, voilà. Vous l'avez? Oui, super. Très bien. Voilà, voici notre hectare. Nous avons donc ce qui clignote, c'est les 1000 mètres carrés réservés au maraîchage. Vous avez vu les étangs, les 600 mètres carrés des étangs. Vous avez un endroit où il y a une très forte pente. On les a transformés en terrasses pour pouvoir maîtriser les écoulements des eaux vers les étangs. Et vous avez 3500 mètres carrés qui sont là, qui sont réservés aux arbres fruitiers et à terme aux chèvres. Et vous avez donc ces arbres fruitiers, quand je les ai plantés en 2000, ça c'est l'inventaire, ce qui clignote c'est l'inventaire en 2019, une année après plantation. Et vous avez en 2019, on avait récupéré des cabosses de cacao à la foire agricole qui s'est tenue à l'IBTP. Les enfants ont pu germer ça et voilà, nous avons ces cacaos, ceux qui clignotent là. Et la suite des cacao, ils sont là. Donc, vous voyez, nous avons une bordure qui est pleine de cacaoyers. Et l'inventaire des arbres fruitiers en 2020, voilà, ils sont là. On a ajouté d'autres entre-temps par rapport aux anciens. Excusez-moi. Donc, c'est que je disais que les designs, vous les mettez et ils s'enrichissent au jour les jours. Donc, vous voyez que nous avons les 3500 mètres carrés. Nous avons autant d'arbres fruitiers et ils sont en train, si je pouvais montrer les images, si j'avais préparé, nous avons les images de ces arbres-là que nous allons partager leur état aujourd'hui. Voilà pour ce qui est des questions de Myriam. Pour Yvonne, quand bien même elle n'a pas posé de questions, elle a quand même partagé son expérience qui montre bien que celui qui investit dans plusieurs espèces partage les risques et donc ils ne seront pas échoués, comme si j'utilise bien son terme. Alors, si peut-être Madame Yvonne, si nous avons son numéro, on peut l'inscrire dans les groupes permaculture. Dans ces groupes-là, des groupes WhatsApp, nous recevons souvent des spécialistes qui nous parlent un peu de ce que nous devons faire en des termes beaucoup plus simples. Donc, pas en des termes très scientifiques. Et nous allons partager avec Madame Yvonne un document sur les plantes qui sont amies. Hein, quoi planter à côté de l'autre? Nous avons toute une liste avec des associations qui ont réussi. Ça, nous allons partager. Super, professeur. Concernant Patrick, me contacter en tant que consultant ou en tant que fermier, comme tout autre fermier.
je pense qu'on me contacte. D'ailleurs, tout ce que nous avons comme connaissance, nous les mettons à la disposition de tout le monde dans notre site, dans notre groupe WhatsApp. Nous considérons que nous sommes payés pour ça et donc la consultance, ça c'est si on définit des conditions bien particulières. Par exemple, si vous voulez faire une formation en permaculture, on peut rester ensemble pendant une certaine période. Vous appliquez ce que vous voulez appliquer. Vous allez partir avec une expérience à vous et vous allez faire la même chose chez vous. Et donc, ces formations sont très, très structurées. Et donc, là, elles sont payantes. On a fait une expérience avec une association suisse qui veut installer la permaculture dans les Kwango. Et donc, ils nous ont envoyé 2 stagiaires qui sont restés chez nous pendant 6 mois. Et on a structuré une formation. Actuellement, ces 2 stagiaires sont installés à Lubwaku, où ils ont l'objectif de nourrir par la permaculture un hôpital qui est à Kitambo Magasin, l'hôpital Shalom. Donc, ils doivent produire en permanence, puisque l'hôpital a connu, avec Covid, ils ont connu une mauvaise expérience pour nourrir les malades. Et donc, ils essayent un peu par la permaculture s'ils peuvent arriver à nourrir cet hôpital. Après l'étape de Shalom, c'est alors que cette expérience de Shalom va aller dans les Kwango, où il y aura une méga structure. Si on a 1500 hectares, on va installer 1500 fermiers, 1500 petits fermiers. Et ces fermiers-là ne manquent pas. Nous avons plein d'étudiants qui ont fini en agronomie et qui n'ont besoin que du travail. Donc, si on peut l'installer sur 1 hectare, on lui dit, bon, écoute, commence à te débrouiller sur ces 1 hectare. Il n'y a plus du travail à Kinshasa, mais on vous met un terrain de foot, un terrain de basket, l'école pour vos enfants. On va comparer maintenant ce qui s'est fait à Bukangalonzo et ce qui s'est fait sur les autres 1500 hectares. Nous supposons que sur les 1500 hectares occupés par ces jeunes agriculteurs, nous aurons plutôt quelque chose qui ressemble à la ferme d'Adam et Ève quand ils étaient créés. Et de l'autre côté, nous aurons plutôt un désert qui va se dessiner de façon claire. Par rapport aux intrants, je ne sais pas s'il s'agit de quels intrants. La permaculture fonctionne avec un principe, ne jamais compter sur les intrants qu'on trouve à plus de 1 km de votre ferme. Régler les problèmes de la fertilisation par les biofertilisants, par la fiente des poules, ce que vous avez dans votre ferme. Concernant les semences, vous allez certes commencer à acheter les semences chez Ceprosem, qui est notre service de production de semences contrôlé par Senasem. Vous pouvez acheter vos semences à l'INERA. Vous avez des semences qui sont certifiées. Et donc, vous les utilisez 1 année. Vous devez avoir aussi la production des semences chez vous, un petit coin pour produire vos semences, pour être de plus en plus indépendant par rapport à l'extérieur. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne par rapport aux intrants. Je ne sais pas si j'ai tout ramassé. Professeur, je pense bien. Hein, je pense bien. Merci de toutes ces réponses. Voilà, nous devons conclure. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes de parole. Je voudrais rassurer les participants à ce webinaire que l'INERA est officiellement invité au Magritte Bilanga Yabetu
nous continuons à marteler, à insister que le Magric sera pratique et concret, avec des thèmes de ce genre. Les Congolais ont beaucoup de terres et ils ont du mal à les mettre en valeur. Donc, au lieu de au lieu d'être théorique, nous allons essayer d'être beaucoup plus pratiques au Magric. Donc, l'INERA sera, comment dirais-je, l'INERA sera présent au Magric et on va pouvoir bénéficier encore d'autres études, d'autres expériences qui ne sont pas vulgarisées ou qui sont peu vulgarisées. Professeur, vous avez répondu à une question que nous avons reçue dans le chat. Quelqu'un se posait la question, je crois que c'est Ange Lukoki, qui se posait la question sur la compatibilité des cultures. Voilà, il semble qu'il y a des cultures qui ne sont pas compatibles les unes à côté des autres. Donc voilà, vous avez proposé une liste. Je pense que le secrétariat du Magric pourra récolter toutes ces informations et voir, professeur, avec votre autorisation, comment les partager aux participants, même si on va répéter tout ça au Magric. Alors, je vous propose ceci. Dans 10 minutes, nous devons pouvoir clôturer. La saturation a déjà commencé. Nous allons clôturer dans 10 minutes, mais si nous posons des questions voilà, concises, précises et concises. Je vois il y a six mains qui demandent la parole. Est-ce qu'on peut y aller en moins d'une minute, vous poser une question précise? Si ce sont des témoignages ou des contributions sous d'autres formes, je suis désolé. Donnons la priorité aux questions. Donc, je sais que c'est très intéressant. Nous découvrons des choses, nous apprenons des choses, mais en 1h30, voilà, il n'est pas possible de faire parler tout le monde, de tout partager. Donc, on va donner la parole à Manimboulou. Jessica, est-ce que vous pouvez activer le micro de Manimboulou? Donc, je compte sur Manimboulou pour poser une question rapide et directe. Allô, Jessica? On a du mal à activer le micro. OK, je vois Stéphanie. Stéphanie monte. Voilà. Le prochain intervenant, c'est Stéphanie. C'est Stéphanie monte. Allô? Oui, allô, bonjour Stéphanie. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, Stéphanie, je suis au Cameroun. J'étais très contente de suivre En fait, moi, j'ai une question. La question concerne tout ce que le professeur a dit sur la permaculture. J'aimerais savoir combien faut-il, par exemple, pour quelqu'un pour commencer avec la permaculture, s'il a déjà, par exemple, son hectare de terrain. Il pense qu'il faudrait combien à cette personne pour commencer avec la permaculture? Ma deuxième question, c'est les types de poissons. Est-ce qu'il y a un type de poisson qu'il faudrait absolument chez nous, ou est-ce qu'on peut faire tous les types de poissons faire tous les types de poissons? Et ma troisième question, c'est par exemple les insecticides. On a trop de soucis avec les plantes. Allô, vous m'écoutez? Oui, allez-y, allez-y. Oui, on a trop de soucis, par exemple, avec les insectes qui mangent les plantes. Est-ce que c'est possible que vous nous fassiez, je ne sais pas, quelque chose sur les insecticides naturels, par exemple, qu'on peut utiliser, puisque déjà là, vous avez dit qu'il faudrait avoir des objectifs. L'objectif, c'est de ne pas aller à plus d'1 kilomètre pour obtenir quelque chose. Donc, si c'est possible d'avoir des insecticides naturels qu'on peut utiliser. Voilà mes 3 questions. Voilà, Stéphanie, je pense que la dernière question, c'est le webinaire de la fois passée. Hein? Donc, il y a un enregistrement sur
le sujet biofertilisants, bioherbicides et biopesticides. Donc, vous pourrez exploiter ce webinaire-là. Vous avez posé 3 questions. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on peut conclure rapidement? Effectivement. J'ai fini avec mes questions. Merci. Ah, OK. Dans l'entretemps, je demande à Jessica de poster, de poster le lien du webinaire de la dernière fois. Alors, Olivier Likiti, est-ce qu'on peut activer le micro de Olivier Likiti? Olivier, soyez direct et comme ça, on va donner la parole. Mais je pense que après Kadi, il y a Techno Spark, il y a Alain Chibanda, il y a Boaz Mouliri, il y a Olivier Magnani, Fab Soukou, je suppose que c'est Fabienne Soukou. S'il vous plaît, je vous prie d'écrire vos questions dans le chat. On va les résumer au professeur et ainsi on pourra conclure. Ça va être très difficile de faire parler tout le monde. Est-ce que Olivier est activé? Allô? La bande passante du réseau de Olivier Likiti est faible. Voilà, c'est le message qui apparaît. Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, allez-y, Olivier. Bonsoir à tout le monde. Premièrement, je remercie le professeur pour sa présentation. Ça va également, surtout dans les objectifs que nous avons pour évoluer dans ce sens. Maintenant, j'aimerais un peu savoir, est-ce que tout ce que le professeur a pu présenter, ça provient également de sa ferme? Et si oui, est-ce qu'il ne pourrait pas peut-être nous amener à avoir des données, ou soit nous projeter des données pour nous permettre aussi également à nous focaliser sur ces données pourvu que nous puissions atteindre les objectifs que nous avons à atteindre dans nos différentes fermes? Oui. Olivier, je présume que vous vous êtes connecté en retard. En fait, le professeur a amplement répondu à vos questions et je le disais moi-même que la ferme du professeur à Kimwenza, à Kinshasa, donc elle est une ferme didactique. La personne qui a demandé les photos, je suis dans un groupe avec le professeur, il partage des vidéos, des photos, donc c'est effectif, ce n'est pas de la théorie. Donc c'est ça la réponse. Donc il y aura un replay du webinaire. Vous pourrez avoir tous les chiffres, comment dirais-je, toutes les statistiques ou toutes les études qu'il a présentées amplement. D'accord, merci. Merci, Olivier. Madame, vous avez la parole. On donne la parole à Kadi. Jessica, est-ce qu'on peut activer le micro de Kadi? Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc, comme je viens de l'écrire, au fait, j'ai eu pas mal de réponses à la plupart de mes questions. Donc, la dernière serait que par rapport à tout ce que le professeur vient de nous dire, c'est hyper intéressant, sauf que nous autres, moi en particulier, je suis à l'extérieur du pays. Donc, si je viens par exemple à Kinshasa, que je vais monter une ferme, donc si on reste dans le sujet de la conférence d'aujourd'hui, 1 hectare, est-ce que je pourrais compter sur l'expertise de l'air service à l'INRA? Et dans ce cas-là, quelle est la fiabilité? Parce que à Kinshasa, je ne sais pas trop, c'est peut-être des idées que je me fais. On a vraiment du mal à faire confiance aux gens qui sont là-bas. On ne sait pas s'ils sont sérieux, je ne sais pas trop. OK, merci. Merci, madame. Alors, professeur, je vous prie d'attaquer les questions reçues. Moi, je suis en train de faire une synthèse de ce qui passe au travers du chat, au travers de la messagerie. C'est de cette manière-là que nous pouvons nous tirer d'affaire. Autrement, ça ne sera pas possible. OK. Surtout, notez les numéros des gens qui demandent d'être dans le groupe WhatsApp si je n'arrive pas à noter et suivre les questions directement. OK. OK. Pour la question de Stéphanie, elle pose la question suivante. Combien pour commencer?
Nous, dans notre ferme, nous avons commencé avec $100 par mois. Et donc, notre système va avancer lentement. Mais si vous avez un investissement de $3,000 et que vous commencez à installer votre maraîchage et votre poulailler en même temps, ça va aller un peu plus vite puisque vous aurez très vite les fientes de poules pour faire pousser vos légumes. Donc, moins vous avez d'argent, plus lent est le processus de votre 1 hectare pour atteindre sa vitesse de croisière. Si vous avez $10,000, ça ira encore beaucoup plus vite. Mais ce qui est magique dans cette histoire, c'est que si vous commencez même avec 10 poules, dans les 6 mois, vous aurez 300 poules. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Si vous plantez une graine de maïs, dans les 4 mois, vous allez récolter 1000 graines de maïs. C'est un peu ça l'état d'esprit quand je vous ai dit que le permaculteur, par rapport au temps, lui, il va dans les longs termes. Son histoire s'enrichit d'une année à une autre et de façon manifeste. Par exemple, aujourd'hui, je n'achète plus de semences des arbustes puisque les arbustes que j'ai plantés au début ont déjà donné des semences. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment un état d'esprit contraire à l'état d'esprit moderne où tu accumules beaucoup d'argent, tu investis en une fois et tu commences à perdre ton argent d'une année à une autre jusqu'à ce que tu te suicides. C'est une réalité. En Europe, on ne s'est pas rendu compte puisque cela a pris peut-être 1 siècle et demi et les gens sont tombés seulement maintenant. Alors, concernant les poissons, même dans les étangs, on utilise la polyculture. On utilise les poissons qui se nourrissent dans les fonds, les poissons qui se nourrissent au milieu et les poissons qui se nourrissent à la surface. Et tous ces poissons, ces types de poissons, ils sont disponibles même quand vous allez à Kinkole. Vous allez trouver les jeunes gens qui ne font que ça comme leur profession actuellement. Ils vous vendent des alevins, des différents types de poissons. Concernant les insecticides, donc on a répondu à ça. Serge a répondu. Et pour Olivier, pareil. Donc je confirme que toute la liste que nous avons donnée, ça vient de notre ferme. Donc, pendant qu'on était en confinement, nous, on avait 0 stress puisque on quittait la maison. La ferme est juste à 5 km de la maison. Avec mon épouse, on descendait calmement pour faire un peu de gym. Et au retour, on rentrait avec les légumes. Même quand on n'avait plus de stock d'huile, on a fait les vrais moussaka avec les noix de palme qu'on avait récoltées. Et c'était plus agréable de découvrir que le moussaka est même de loin meilleur que l'huile déjà trafiquée. Alors, pour ce qui est de partage des données, donc, on va se connecter sur les groupes WhatsApp. Et là, il n'y a pas de problème. Pour Kadi, Madame Kadi, c'est que les soucis que vous avez, même nous qui sommes ici sur place à Kinshasa, je peux être ici dans Kinshasa urbain et avoir une ferme dans Kinshasa rural à peine
à 75 km, si tu téléguides ta ferme à distance, ça ne peut jamais marcher. La ferme, c'est un endroit où vous passez, ne fût-ce que 3 jours de la semaine, vous avez la possibilité de passer là-bas. Si je peux dire, vous y passez pour causer un peu avec vos arbres, causer avec vos amarantes que vous avez poussées, causer avec vos oiseaux. Donc, c'est ça la ferme. La ferme, dans le contexte de la permaculture, ce n'est pas un lieu lointain, une masse de terre à qui on exige une production comme une machine. Non. La ferme, c'est l'endroit où on va récolter même le plaisir, comme disait un permaculteur, même le plaisir est une récolte dans ce cas ici. Donc, le fait que vous allez au champ, vous regardez vos canards en train de faire leur gymnastique sur un étang, ça vous détend, c'est aussi une récolte. Donc, à distance, ce n'est vraiment pas possible. Est-ce que vous pouvez compter sur notre expertise? Oui, à 1200%. Il y a une semaine, nous sommes allés à Lubwaku pour voir nos stagiaires qui étaient avec nous. On a passé un très bon week-end avec eux. On a vu ce qu'ils faisaient. Nous étions très heureux de voir qu'ils s'installaient très bien. Donc, si vous vous installez, vous avez quelqu'un qui est résident dans la ferme. Nous les visiterons régulièrement et on sera des familles amies avec cette famille-là. Donc, la confiance aux gens qui sont là. En agriculture, il y a des faux ingénieurs qui sont dans la ville de Kinshasa. Ils sont partout ailleurs. Ils se présentent comme ingénieurs, mais en fait, ils sont là pour vous bouffer l'argent. Ils sont capables même de vous dire qu'ils ont des produits qui peuvent raccourcir la durée de vie du maïs de 4 mois à 2 mois et demi. Donc, ça, il faut avoir confiance en ce que vous lisez. Ce que vous lisez, vous devez d'abord maîtriser vous-même le minimum. Ensuite, vous allez appliquer. Si on détecte dans vous quelqu'un qui n'a aucune information, on va vous raconter n'importe quoi et vous allez vous suicider plus tôt que prévu. Voilà, c'est ça la question que j'ai. Il y a quelqu'un, j'ai capté une question en passant sur les ananas. Il a dit s'il fait 1 hectare d'ananas, il va l'associer avec quoi? Moi, je lui pose la question suivante. Vous faites 1 hectare d'ananas. Vous avez la transformation, les systèmes de transformation? Vous n'en avez pas. Donc, vous allez perdre votre argent pour rien. Voilà un tout petit peu de façon ramasser les réponses à ces questions. OK. Professeur, je vous remercie. Je suis obligé de clore le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je l'ai écrit dans le chat. Je suis Dr Serge Jombai, promoteur de Bilangaya Betu. J'ai même inscrit mon numéro. Donc, pour tous ceux qui voudront avoir des renseignements en rapport avec voilà, justement la permaculture ou intégrer le groupe WhatsApp de la permaculture ou intégrer Bilangaya Betu qui est une association des professionnels. Voilà, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a des informaticiens, toute forme de professionnels. Nous sommes plus de 500 membres de Bilangaya Betu. Donc, vous êtes les bienvenus et voilà, on va vous mettre en contact. Et parmi nos activités, il y a de l'agrotourisme. Donc, nous nous déplaçons dans la périphérie de Kinshasa, au Congo central, pour aller à la rencontre des agriculteurs, à la rencontre des associations sœurs, des coopératives. Nous serons très heureux d'organiser un voyage agro-touristique à la ferme phare, la ferme du professeur Kizungu,
pour justement palper du doigt toutes ces applications. Donc, encore une fois, grand merci. Aujourd'hui, nous avons atteint 130 personnes. Donc, c'est un record pour les webinaires Magric. Le Magric, et je le souligne pour terminer, le Magric se veut pratique. Des enseignements, des formations, des applications pratiques de ce genre. Nos terres doivent cesser d'être des terres de prestige. Nous devons les mettre en valeur. Soyez sûrs d'exploiter convenablement, exploiter à fond 1 hectare que de vouloir immobiliser 3000 hectares, ce que vous n'avez pas démontré sur 1 hectare, vous n'allez jamais le démontrer sur 100 hectares. Merci de votre attention. Il est presque 18 heures. Jessica, on va voir avec Jessica. N'hésitez pas de nous contacter. Vos feedbacks sont importants, mais je pense que nous serons à mesure de partager les informations, les slides du professeur avec son autorisation. Le professeur est ouvert. Voilà, grand merci et bonne soirée à tout le monde. Professeur, encore une fois, merci beaucoup pour ce sujet très passionnant, ce sujet très pratique, ce sujet qui est concret. Et nous avons reçu justement pour pouvoir mettre cela en pratique. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.